Le départ de Donald Trump, l'arrivée de Joe Biden aurait calmé les choses. Il y a peut-être moins de tweets, mais en même temps, ça reste très tendu aussi. On voit les Russes, Lavrov qui est reçu, le ministre des Affaires étrangères qui est reçu par la Chine de façon très honorifique. On voit l'Europe et les États-Unis, le monde occidental en face à face. Je pose la question, est-ce que c'est pas une série d'incidents mineurs et de tensions qui soient des annonces malsaines de conflits majeurs, pour reprendre cette phrase que tu as citée? Alors, je vais répondre tout de suite et je pense, si tu veux, que les guerres invisibles ne sont pas un horizon d'attente. C'est-à-dire, je pense que nous sommes dedans et que tous les signaux que tu as énumérés, pour moi, peuvent être reliés sur une forme de conflictualité qui se développe et de compétition qui s'accentue, ce qui ne doit pas non plus laisser croire qu'il n'y a que la compétition et la conflictualité, le jeu international étant aussi régi par beaucoup de coopération et d'interaction. Mais il est vrai que nous avons très probablement basculé dans un univers plus conflictuel, ou pour le dire autrement, dans un univers qui est plus conflictuel pour les Européens. Et je vais y revenir. Mais avant de le faire, je voudrais évidemment... Michel, te remercier infiniment de ton invitation, remercier Marguerite et toute son équipe pour leur invitation. C'est pour moi un plaisir de renouer via HEC Alumni avec HEC, puisque j'y ai de très bons souvenirs. Ce que je te propose, c'est peut-être effectivement de repartir de l'idée centrale du livre, et puis non pas de faire l'inventaire de tous les chapitres, mais peut-être d'essayer de résumer les choses de manière synthétique avant qu'on discute. Bon, l'idée de départ est assez simple, c'est de constater la convergence de deux tendances, à mon avis, de fond et qui vont s'accentuer. C'est d'une part la dégradation environnementale, dans ces trois aspects, c'est-à-dire le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité et l'augmentation des pollutions, et d'autre part la propagation technologique. Juste un chiffre, on sera en 2025 à 100 milliards de terminaux numériques. Et donc, dont 1 milliard d'ailleurs de caméras de vidéosurveillance. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose de tout à fait fondamental qui est en train de se passer. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'il y a une forme de doxa qui est d'ailleurs très portée par les principaux acteurs du numérique, on pourra y revenir, qui est aussi portée par des universités, des écoles, qui consiste à dire, en fait, c'est la deuxième tendance qui va permettre de répondre à la première. Et je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire que je pense que cette vision fait l'impasse sur un problème de nature presque philosophique, c'est que nos capacités de transformation du réel sont très largement supérieures à nos capacités d'anticipation de ces transformations. Et en fait, le livre part de là, c'est-à-dire dans le métier que je fais de think tanker à l'IFRI depuis maintenant 2002, notre travail, c'est de faire de l'analyse et de la prévision pour nos différentes parties prenantes, et en premier lieu pour les entreprises. Et je suis souvent frappé par la très grande difficulté que l'on a à aborder des problèmes de nature systémique, c'est-à-dire des problèmes qui peuvent du jour au lendemain remettre en cause une activité. Je pense que effectivement, ce que nous traversons avec la crise sanitaire montre qu'on ne peut pas faire comme si un problème systémique était uniquement pour les autres. On est en plein dans un problème aujourd'hui systémique sur à la fois l'organisation de la mondialisation et le cours qu'elle va prendre. La deuxième idée de départ du livre, c'est une idée sur les intentions. Il y a maintenant pas mal d'années, j'avais été reçu par mon futur beau-père qui m'avait posé cette question: quelles sont vos intentions, jeune homme? Bon. Alors j'étais très décidé, donc j'ai pas eu de mal à répondre. Mais en fait, dans le métier que je fais, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de percer les intentions. C'est-à-dire qu'il y a, quand on fait de l'analyse géopolitique, au fond, on s'intéresse d'abord aux préférences, aux priorités, on essaie de les expliquer pour les différents acteurs. Mais il y a un travail je veux essayer de comprendre les intentions qui sont derrière, les intentions cachées. Et donc, le livre se veut une tentative spéculative, en fait, de compréhension des intentions cachées par, tu l'as dit, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne,
étant entendu que je ne mets pas sur le même plan l'Union européenne, qui n'est pas un acteur, qui n'a pas une capacité je dirais, d'agir de puissance comme les deux autres. Mais à propos d'attention, si je peux justement, une seconde, c'est dire au public justement que s'ils ont des questions à poser, parce que j'ai oublié de le citer tout de suite, s'ils ont des questions, parce qu'on d'habitude on pose des questions avec un micro dans la salle, alors si vous avez des questions à poser, faites-le par le chat. Qui est une méthode que je ne connais pas bien, mais je suis sûr que le jeune public qui nous écoute saura manipuler le chat et nous essaierons de lister les questions. Je m'excuse déjà par avance, on ne pourra peut-être pas toutes les poser, je sais qu'il y en a toujours beaucoup à leur âge, mais on les liste, on te les passera donc, au fur et à mesure qu'elles arriveront pendant la conférence. Je te rends la parole sur les intentions. Alors, donc voilà, oui. mais très bien pour la méthode de discussion. Si tu veux, ce que je te propose peut-être, c'est moi, je pense qu'on peut résumer le livre en 6 points principaux, en fait. Et je vais pour que les uns et les autres puissent y retrouver, le faire ainsi. Le premier point, c'est pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre de Guerre invisible ? Bon, il y a une allusion qui n'est pas dans le livre, mais que je pense que tu as évidemment relevé, qui est le credo. C'est-à-dire, je crois au monde visible, au monde invisible. C'est cette idée sur laquelle, en fait, il y a des sous-jacents auxquels on n'a pas accès directement, mais vers lesquels il faut au fond faire un travail pour y accéder. Donc c'est une des choses qui m'a évidemment guidé dans l'écriture, mais sur un plan plus direct, si tu veux, Guerres invisibles est une réponse à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle La guerre hors limites, et qui a été publié en 1999 par 2 officiers chinois et traduit en français en 2003. Il se trouve qu'à l'époque, j'enseignais aux écoles de Couët-Quidan et je l'avais fait lire au sous-lieutenant parce que j'avais été très frappé, c'est un livre qui avait été très commenté aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais par la liste des 24 types de conflits que ces 2 auteurs faisaient à l'époque. C'est-à-dire que ça allait de la guerre nucléaire, en passant par la guerre financière, la guerre médiatique, la guerre environnementale, la guerre sanitaire. Et reprendre ce livre 20 ans après m'a permis en fait de constater qu'en 20 ans, ce qui s'est passé fondamentalement, c'est que la Chine a ravi à l'Union européenne la 2e place sur la scène internationale et convoite, on va y revenir sur les intentions, mais ouvertement la 1re place dans le système mondial à horizon de 2049, c'est-à-dire date du centenaire de la République populaire de Chine. Tout ça est maintenant sont des choses bien connues. Ce qui m'a reconduit vers ce livre, c'est lors du premier confinement, un peu par hasard, je dois le dire, je suis retombé sur un article traduit par un des 2 auteurs décrivant le confinement et décrivant la crise sanitaire. Et cet auteur chinois disant, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous occidentaux, c'est qu'on ne peut pas prétendre être une puissance technologique sans être une puissance manufacturière. Alors ça semble évident dit comme ça, mais ça a des conséquences extrêmement lourdes en termes d'organisation de nos systèmes. Pour le dire très rapidement, on a une économie européenne qui s'est tertiarisée très largement, avec des exceptions notables en Allemagne et sur certaines niches. Mais enfin, je rappelle que la part de l'industrie dans le PIB français, c'est aujourd'hui de l'ordre de 13%. Et qu'on a eu, à HEC, je me souviens de cours expliquant la smile curve, nous expliquant, c'était il y a 10 ans, je pense que les cours ont été adaptés depuis, c'est-à-dire qu'il fallait être aux 2 extrémités, à la fois sur la recherche et sur le marketing, et puis au fond, ce qu'il y avait entre les deux pouvait être assez facilement délocalisé ou sous-traité. On se rend bien compte que ça reste vrai sur un certain nombre de domaines, mais qu'il y a aussi un certain nombre de domaines où, si on se prive de ses capacités manufacturières, pour le dire autrement, si on n'a pas de masque, si on n'a pas de test ou si on n'a pas de vaccin, on voit ce que ça produit. Et donc le point de départ de Guerres invisibles, c'est cette réponse à la guerre hors limite, parce que une des idées qui traverse ce livre, c'est de dire en fait la grammaire de la guerre, la grammaire de la conflictualité est en train de changer et qu'elle devient une grammaire chinoise. Et ça, c'est très déstabilisant parce que nous concevons, occidentaux, européens, la guerre dans un rapport limité dans le temps et dans l'espace, avec cette dialectique objectif politique, objectif militaire. Or, ce que les auteurs chinois nous disent, c'est qu'eux sont dans un registre d'addition-combinaison, c'est-à-dire une capacité de passer d'un champ à un autre, du champ économique, du champ financier au champ sanitaire, en passant par le champ militaire, etc. Et ça nous oblige à repenser
les formes que prennent la conflictualité. Donc si tu veux, ça c'est le premier point, réponse à la guerre hors limite, et donc d'essayer, ce faisant, de mieux comprendre les intentions de la Chine. Bon. Alors là, peut-être 2 mots. J'ai rappelé 2049. Ce qui est tout à fait frappant quand on lit, non pas le petit livre rouge du président Mao, mais le grand livre blanc du président Xi, c'est la référence, j'allais dire constante, à la fois la dimension civilisationnelle de la Chine, son histoire millénaire, et également le fait que la finalité, c'est l'affirmation du pouvoir du Parti communiste chinois. Donc c'est cette continuité qui est établie et qui nous oblige à souligner le fait que nous avons un régime chinois qui, aujourd'hui, repose fondamentalement sur une fusion des pouvoirs, alors que nos systèmes démocratiques reposent sur une séparation entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, ce qui n'est évidemment pas le cas en Chine, et ce qui est donc une approche, au fond, du capitalisme complètement différente. À cela s'ajoute une ambition militaire tout à fait affichée, la Chine étant encore loin derrière les États-Unis, mais la deuxième dépense militaire mondiale, les 2 pays, États-Unis, Chine, représentant à eux deux plus de 1000 milliards par an de dépenses militaires. Donc c'est tout à fait considérable, et ces 2 pays je dirais, laissent sur place à certains égards les autres en termes de dépenses militaires. L'autre chose, c'est que nous assistons depuis la crise de 2008 à l'affirmation des ambitions chinoises. C'est-à-dire que après 2008, il y a eu la prise de conscience en Chine d'une Europe qui aurait beaucoup de mal à se relever de la crise financière, et surtout l'affirmation à partir de 2012 du pouvoir personnel du président Xi, qui se traduit par le fait qu'il peut rester au pouvoir bien au-delà des 10 ans initialement prévus, qu'un culte de la personnalité, comme tu le sais, est en train de s'installer, et que surtout un certain nombre d'objectifs sont très clairement identifiés, notamment la question de Hong Kong, qui est réglée d'un point de vue chinois, et la question de Taïwan, qui est un des grands sujets stratégiques du moment. Et ce qu'on observe avec la crise sanitaire, c'est un durcissement, un changement de registre de la diplomatie chinoise, dont on a eu quelques exemples récents, et qui effectivement crée une situation de tension, parce que il y a désormais un consensus aux États-Unis qui traverse les administrations Trump et Biden, et qui était déjà présent sur la fin de l'administration Obama. Le principal problème stratégique, c'est la Chine, et qu'en réalité, les États-Unis, à mon sens, ont peut-être renoncé à être le garant ultime du système post-45, mais n'ont absolument pas renoncé à être le primus inter pares du système international. Et donc, ça me conduit à dire que le sujet principal en termes stratégiques, c'est cette rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, et également l'effet de réaction par rapport au comportement américain depuis plusieurs décennies de la part de la Chine ou d'autres acteurs, mais on va y revenir. Donc ça, si tu veux, c'est le premier point, guerres invisibles comme réponse à la guerre hors limite, la guerre hors limite étant en fait une description de différents types de conflictualité. Le deuxième point, ce sont les 3 constats qui traversent le livre. Le premier constat, c'est le fait que, de mon point de vue, les États-Unis et la Chine subordonnent leur politique climatique et leur politique numérique à leur rivalité stratégique. J'ai indiqué que c'était les 2 principales puissances militaires mondiales. Ce sont aussi les 2 pays qui, à eux deux, représentent plus de 45% des émissions mondiales de CO2. Les 2 pays les plus pollueurs. Bon. Et ça, c'est tout à fait décisif, parce qu'en fait, ce sont 2 économies étroitement imbriquées. On s'en rend compte, parce qu'entre dire le découplage et le faire, eh ben, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Ce sont 2 économies très extractives, énergivores, et 2 économies qui, en même temps, c'est la grande différence avec la guerre froide. Pendant la guerre froide, les principaux alliés des États-Unis ou de l'URSS étaient leurs principaux partenaires commerciaux. Dans la situation dans laquelle on est, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que le principal partenaire, un des principaux avec l'Union européenne, partenaire commercial
des États-Unis, c'est la Chine, et inversement. Bon. Donc en fait, cette intrication est un élément de complexité supplémentaire, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que de part et d'autre, ce n'est pas à mon sens une remise en cause de cette intrication de manière globale, mais c'est de soustraire à cette intrication un certain nombre de secteurs critiques. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le découplage est acté par les autorités chinoises sur un certain nombre de domaines. On parle beaucoup des semi-conducteurs, par exemple, domaine dans lequel les États-Unis conservent une avance. Pour les autorités chinoises, il est parfaitement clair qu'il faut devenir à horizon à moyen terme, c'est-à-dire à horizon de 4-5 ans, le plus autonome possible en termes de production de semi-conducteurs. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut suivre de très près. Dans le domaine climatique, à mon sens, ce qui se passe, c'est le fait que les deux pays cherchent à prendre le contrôle du thermostat mondial, c'est-à-dire ont anticipé le fait que nous ne respecterons pas les accords de Paris, donc on n'est pas dans une trajectoire entre 1,5 degré, 2 degrés d'augmentation moyenne, mais plutôt sur une trajectoire actuellement de 3,5 degrés en moyenne d'augmentation de la température, ce qui évidemment va créer des situations dont on ne mesure absolument pas les conséquences aujourd'hui, mais qui encourage les deux pays à investir beaucoup plus que ne le font les autres dans des programmes de géo-ingénierie. C'est-à-dire toujours cette idée de c'est la technologie qui permettra de répondre à la dégradation environnementale. Et que dans le même temps, les deux pays disposent ce que j'appelle dans le livre un complexe militaro-numérique tout à fait constitutif. Alors, pour le complexe militaro-numérique américain, j'y reviendrai, on le connaît plutôt bien parce que c'est un système ouvert, on voit les mécanismes de financement et on voit à quel point ça repose sur des interfaces entre l'appareil de défense au sens classique et les plateformes systémiques. En ce qui concerne le complexe militaro-numérique chinois, le rôle des BATX, son articulation avec les forces armées, c'est beaucoup plus opaque et beaucoup plus difficile à comprendre. Mais le point, c'est que les deux pays ont une organisation qui leur permet de mêler les relations civilitaires, je dirais, dès le départ, beaucoup plus que les autres pays. Et ça les conduit également, à mon sens, à ne pas voir la question climatique comme une question de bien commun, comme les Européens peuvent le faire, mais beaucoup plus comme une question qui sera traitée une fois la supériorité acquise sur l'autre. Donc ça, c'est le premier constat, si tu veux, que je fais dans le livre. Le deuxième constat, c'est l'importance de ce que j'appelle les nœuds névralgiques. Les nœuds névralgiques, elles peuvent se définir de la manière suivante, c'est que toute interdépendance est asymétrique. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins dépendant de l'autre selon le terrain sur lequel s'exerce cette interdépendance. Et donc, le nœud névralgique, il faut se le représenter comme une sorte de barrière qui se lève ou s'abaisse par décision politique ou économique. Le système SWIFT, de paiement SWIFT, est un nœud névralgique. Certains ports sont des nœuds névralgiques plus que d'autres. Des data centers sont des nœuds névralgiques dans un certain nombre de cas. Je pourrais multiplier les exemples. Et donc, la question, c'est la maîtrise simultanée d'un certain nombre de nœuds névralgiques par les différents acteurs. Oui, tu mets beaucoup d'exemples dans ton livre. Voilà. Et à ce jeu-là, évidemment, c'est un peu l'image qu'on pourrait prendre, c'est l'image du jeu de Go, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à ce jeu-là, les États-Unis et la Chine disposent évidemment de maîtrise des nœuds névralgiques supérieurs aux autres acteurs, mais les Européens conservent la maîtrise ou le contrôle d'un certain nombre de nœuds névralgiques. Et puis le troisième constat, je te le disais très rapidement, c'est qu'on n'est pas, à mon sens, du tout dans une situation comparable à celle de la guerre froide. On pourra revenir sur le parallèle. Parce que cette rivalité sino-américaine, je dirais, crée aussi des espaces pour des acteurs stratégiques de second rang ou qui ne jouent pas forcément à l'échelle globale, mais qui vont jouer à l'échelle régionale. Et ça concerne directement les Européens, parce qu'ils vont devoir, beaucoup plus tôt que prévu, en fait, assurer, à mon sens, leur sécurité dans leur environnement, qui est... il y a le comportement d'acteurs comme la Turquie, comme la Russie sur le flanc Est, il y a la situation dans la bande sahélo-saharienne qui est une question en fait de voisinage pour les Européens, qui fait que là où les Européens pensaient au fond avoir un voisinage complètement stabilisé et être dans une logique de promotion de leur modèle
dans ce voisinage, il se retrouve dans un voisinage qui est contesté par d'autres acteurs. Et donc le troisième constat, si tu veux, il est aussi sur cette attention que les Européens doivent porter au retour du stratégique dans leur environnement proche. Alors, le troisième point de méthode, c'est, si tu veux, sur les intentions. Donc, j'ai dit un peu comment je voyais les choses pour les intentions de la Chine. Pour les intentions des États-Unis, là aussi, je pense qu'il faut se référer à, comment dirais-je, la culture stratégique américaine. La culture stratégique américaine repose sur un principe assez simple, c'est qu'aucune puissance ne doit être dominante sur ce qu'on appelle le Heartland. Le Heartland, c'est cette plaque continentale qui va de Brest à Vladivostok. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée que s'il y a une puissance dominante sur le Heartland, ou une association de puissances dominantes, eh bien elle pourrait tenter d'aller vers le continent européen. Vers le continent américain, pardon. Ce qui est, au fond, la hantise de ce pays-continent qui a la grande force, le grand avantage d'avoir deux façades océaniques. Mais cette lecture qui peut sembler très schématique, en réalité, elle irrigue toute la pensée stratégique américaine, et notamment toute l'importance que les États-Unis accordent au contrôle de la mer, de la haute mer. Et c'est un des sujets sur lesquels je pas mal réfléchi. Quand tu regardes les choses en tendance, en fait, en longue durée, on a un enseignement des grandes découvertes qui consiste à dire les Européens sont partis à partir du XVe siècle conquérir l'Asie, etc. Or, pour avoir pas mal travaillé là-dessus, ce sont les Portugais qui partent les premiers, qui font le tour de l'Afrique par un système de comptoir et qui vont en fait se connecter, pour utiliser un terme à la mode, sur l'économie asiatique et en particulier sur l'économie chinoise qui, jusqu'au XVIIIe siècle, représente à peu près 30% de la richesse mondiale. Et cet étiage, je pense qu'il faut l'avoir en tête. C'est probablement l'étiage auquel la Chine aspire à revenir, c'est-à-dire d'être autour d'un tiers de la richesse mondiale. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que les Portugais partent pour aller se connecter en Chine et que 5 siècles plus tard, c'est la Chine qui achète les ports portugais et qui donc se retrouve sur la façade atlantique. Et là, tu as un effet de réplique historique qui nous oblige en fait à réfléchir à c'est quoi le rapport entre mondialisation et maritimisation. Une autre manière de le dire, c'est que la mondialisation est avant tout une maritimisation et que la manière dont la première mondialisation s'est construite, c'est le leadership britannique, la prédominance de la Royal Navy, ce système effectivement de comptoir et cette organisation impériale, et qui va de pair avec la première mondialisation. La deuxième mondialisation, elle va de pair avec le leadership américain et la maîtrise de la haute mer par la marine américaine. On est encore dans cette phase-là, mais c'est en train de changer parce que l'affirmation de la Chine passe par la constitution et la capacité d'une puissance maritime et d'une puissance navale. Ce à quoi nous assistons, c'est, pour reprendre une formule de François J. Pouloux, au basculement thalassocratique de la Chine. C'est-à-dire qu'on a un pays qui, en fait, veut sortir de la mer de Chine et qui est dans le paradoxe suivant, c'est que sa richesse récente dépend de la liberté de navigation et qu'en même temps, elle veut remettre en cause la liberté de navigation dans ses abords immédiats. Et ça, c'est un des grands problèmes de la Chine pour les années à venir. Alors, maintenant, les intentions de l'Union européenne, comment essayer de les caractériser très, très rapidement. Ça dépend des sujets, c'est-à-dire que tu l'as vu, chaque chapitre se finit par une courte synthèse sur comment je vois les intentions de la Chine, sur la question commerciale, comment je vois les intentions des États-Unis, etc. De manière générale, sur l'Union européenne, d'abord, je pense qu'il faut toujours rappeler que l'Union européenne n'est pas un projet de puissance au départ. Ce n'est pas son ADN du tout. Bon. Et que l'Union européenne est un projet qui a permis déjà 70 ans de paix entre pays européens, ce qui est quelque chose qui nous semble acquis. Or, les chocs actuels
nous rappelle qu'il n'y a jamais rien d'acquis et qu'une situation de paix n'est jamais acquise définitivement. Je pense qu'il faut se le rappeler parce qu'on est souvent très critique sur le projet européen, a fortiori en période sanitaire, avec les déficiences qu'on peut rencontrer en matière vaccinale, par exemple, mais ne jamais oublier ça. C'est-à-dire que c'est un prototype politique qui est donc fragile et qui peut-être aujourd'hui est un tournant dans le sens où il est contesté de l'intérieur. C'est le départ du Brexit, enfin c'est le départ du Royaume-Uni avec le Brexit, mais qui en même temps a une valeur de modèle en termes d'intégration régionale. Probablement, ce qui est en train de se passer, c'est que les Européens pensaient exporter leur modèle ou faire en sorte qu'il soit repris par d'autres et se rendent compte qu'ils se retrouvent dans un jeu de puissance classique, n'ayant pas les outils pour en fait, jouer le même jeu que les États-Unis, la Chine, la Russie ou même la Turquie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dotés des mêmes instruments. Mais je pense que l'intention et de continuer à comprendre qu'il y a une communauté de destin, en particulier entre des pays comme la France et l'Allemagne, ou entre la France et le Royaume-Une, en dépit du Brexit, et que par ailleurs, l'Union européenne reste une des principales, alors c'est pas comment on calcule, on va dire le principal marché économique mondial, et donc dispose d'atouts. Et je pense que l'intention, en tout cas, elle existe dans certains segments, on pourrait revenir peut-être dans la discussion d'élite européenne. Moi, je pense que ça fait partie du rôle d'ailleurs qu'on s'est donné à l'IFRI, c'est de continuer à avoir une lecture du monde qui soit proprement européenne, de promouvoir un système ouvert de mondialisation et qui implique en même temps de se doter de moyens dont on ne dispose pas forcément aujourd'hui. Le quatrième point, c'est au fond la très grande difficulté dans laquelle on est aujourd'hui sur un plan analytique, et ça me permet de faire le lien avec tout ce que je t'ai dit sur l'aspect maritime / naval, c'est que si tu veux, on est sur un chevauchement entre on est dans une mutation de l'économie politique internationale pour aller vite du pétrole à la donnée. Bon. La géopolitique du pétrole, elle se met en place dans l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale. On en connaît bien les tenants et aboutissants, c'est-à-dire justement la sécurisation des voies maritimes, les possibilités de blocus, je me réfère aux deux chocs pétroliers. Quand je dis la géopolitique du pétrole, c'est la géopolitique en fait aussi du gaz. Ce sont des choses qui restent très structurantes, mais qu'on maîtrise au sens que l'on comprend. Le rôle de l'OPEP, le fait que les trois principaux pays producteurs de pétrole, ce sont les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite. Les trois pays consommateurs, c'est la Chine, l'Inde et l'Union européenne. Donc déjà, ça, avec cette énumération, tu as un degré de complexité qui apparaît immédiatement. Bon, ça, c'est assez clair. Ce qui est beaucoup moins clair, c'est la manière dont la géopolitique des données est en train de se construire. Et au fond, comment la définir? Je pense que la manière de se rendre compte du changement, c'est le chiffre que j'ai retrouvé au moment où j'écrivais ce chapitre, c'est qu'en juin 2020, alors les choses ont un peu changé, mais le contraste reste valable. En juin 2020, donc on était après la chute des prix liés au premier confinement, le prix du pétrole, la capitalisation boursière des 7 majors pétrolières était de 2500 milliards de dollars. D'accord. La capitalisation boursière des 7 majors numériques était de 7200 milliards de dollars. Et donc, ce simple chiffre montre, à mon sens, le mouvement à l'œuvre. Et autre point important, c'est que dans ces 14 entreprises, il y a une seule entreprise européenne. Les autres ne sont, dans le cas numérique, que américaines et chinoises. Et dans le cas des compagnies pétrolières, c'est un peu plus les compagnies indiennes notamment. Mais ça montre bien, ce chiffre est pour moi une manière, il y aurait d'autres manières de le faire, mais d'illustrer le déplacement en fait qui est à l'œuvre.
Alors quand on s'intéresse à la géopolitique des données, comment on rentre dans le sujet? C'est assez simple pour le pétrole, où sont les puits de pétrole, où sont les raffineries, quels sont les flux. C'est beaucoup plus compliqué évidemment pour les données. Alors, on a fait des travaux à l'IFRI sur lesquels je me suis appuyé pour le livre. C'est voir où sont les données dans les data centers, où sont les data centers. Donc c'est une manière de répondre à la question très indirecte, parce qu'il peut y avoir des capacités d'administration dans des pays tiers. Mais ça permet quand même de rappeler que la géopolitique des données n'est pas hors sol, mais qu'elle s'appuie sur des infrastructures très tangibles. Les câbles sous-marins, les data centers. Il se trouve qu'avec mon équipe, là, on a visité un data center avec je le salue au passage avec Olivier Michelis, qui est un ancien de l'IMB à Marcoussis. Voilà, ça repose sur ce genre de structure, et également surtout le hardware, le software qui a une empreinte physique, je dirais. Bon. À cela s'ajoute ensuite la notion de données, en fait. La grande différence entre la géopolitique du pétrole et la géopolitique de la donnée, c'est que on sait, même s'il y a des découvertes, s'il y a d'autres manières d'explorer et d'exploiter, que globalement, le pétrole est une ressource finie. Il peut y avoir des pétroles de schiste, on peut étendre la durée de vie d'exploitation, etc. Mais on sait que c'est limité. Ce qui n'est absolument pas le cas de la donnée. On sait que la donnée ne peut que croître, continuer à croître. Bon. Et que aux flux de données que nous connaissons aujourd'hui vont venir s'ajouter tous les flux de données liés à l'Internet des objets. Et donc c'est tout le débat sur le passage des instruments nécessaires pour gérer les données individuelles. La réponse européenne, ça a été par exemple le RGPD. Et globalement, les Européens ont perdu cette bataille-là. Et la bataille qui arrive sur les données industrielles, les données qui vont être générées par l'Internet des objets et l'évolution des processus productifs liés à cet usage des données, avec le risque, au fond, pour un certain nombre d'industriels, de devenir des sous-traitants des plateformes systémiques. Mais là, pour le coup, les Européens ont un certain nombre d'atouts et d'acteurs industriels capables d'exister sur le plan international. Donc, si tu veux, tout ça, c'est pour moi ce chevauchement. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à observer et de plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire de voir en fait le passage, indépendamment même ensuite des réflexions sur comment la donnée va aussi rationaliser l'usage de l'énergie, etc. Mais c'est pour faire image de dire en fait, voilà, il y a une géopolitique du pétrole, et à cette géopolitique du pétrole se surajoute une géopolitique des données qui passe notamment par le rôle joué par les plateformes systémiques et par les complexes militaro-numériques précédemment évoqués, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il passe aussi par les usages, par des enjeux d'innovation, etc. Alors ça me conduit au cinquième point, qui est précisément les enjeux d'innovation et liés à tout ce qui a trait à la numérisation, compris au sens large. Là, il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé. C'est un chiffre donné par Graham Allison. Graham Allison est cet auteur qui avait écrit un livre, The Essence of Decision, qui avait analysé toute la crise de Cuba sur la manière dont l'administration Kennedy avait réagi, et qui plus récemment il est prof à Harvard, il a fait un livre qui s'appelle Le piège de Thucydide, qui explique que historiquement, entre une puissance ascendante et une puissance déclinante, il y a un moment où ça se traduit le plus souvent par un conflit armé. Bon. Mais Allison donne un chiffre extrêmement intéressant. Il dit en fait l'innovation, et ça concerne à mon avis très directement nos jeunes diplômés, à la fois des business schools ou des écoles d'ingénieurs, ce qui l'intéresse lui, c'est ce qu'il appelle les 700 000 personnes les plus capables en termes d'intelligence artificielle. Il donne ce chiffre de 700 000, en gros 1 million de personnes. Mondialement, ce qu'il appelle les talents ultimes, que tout le monde s'arrache et qui sont drainés en particulier par la Silicon Valley ou par Tencent, etc. Et ça, c'est très intéressant en termes sociologiques, en fait. Et en particulier pour des pays européens qui ont orienté une partie de leur appareil de formation, jadis pour armer la finance à Londres, et qui, au fond, à mon sens, se font déposséder d'une partie de leur talent
pour armer la Silicon Valley ou Tencent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève des cerveaux, hein, au sens qui attire les cerveaux capables en fait de développer toute cette intelligence artificielle. Alors ça pose ensuite toute la question sur les enjeux aussi de robotisation. Là-dessus, avec évidemment l'avance prise par des pays comme le Japon, la Chine, les États-Unis, la Corée, une forme de retard pris par des pays comme la France par rapport à son partenaire allemand. Il y a une autre notion sur laquelle j'essaie de réfléchir dans le livre, qui est le remote intelligence, qui à mon avis est une manière aussi de penser différemment les flux migratoires, c'est-à-dire qu'on va avoir très probablement des éléments de notre tertiarisation qui pourront être faits à distance à prix beaucoup plus bas, et donc ça sera une forme de concurrence à distance, et tout le télétravail accéléré par la crise sanitaire va aller dans ce sens. Et puis j'en ai dit un mot, il y a un enjeu tout à fait décisif sur les semi-conducteurs qui restent comment dirais-je, c'est plus qu'une niche, mais sur lequel les acteurs américains restent décisifs. Bon. Le 6e point, c'est ce que j'ai appelé rapidement les relations civilitaires. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un moment où, historiquement, pour faire simple, il y avait beaucoup d'innovations qui partaient du militaire et qui avaient ensuite un usage dual utilisé par les civils. Or, on est probablement dans un moment d'inversion. Pourquoi ? Parce que la particularité des GAFAM, c'est qu'ils distribuent très peu de dividendes, mais réinvestissent très massivement. Et qu'aujourd'hui, on a des capacités d'investissement de ce type d'acteurs très largement supérieures aux capacités d'investissement d'État. Et donc, l'économie, au fond, de la recherche fondamentale est en train de changer de main. Oui. Et donc, ça oblige aussi à inventer des tas de modèles publics-privés sur lesquels, d'ailleurs, je pense que les Européens gardent un savoir-faire. Alors, cet aspect civilitaire, je pourrais le décliner dans un certain nombre de registres, mais j'insiste beaucoup dans le livre sur quelque chose qui me semble assez insuffisamment pris en compte par nos décideurs, c'est la dimension spatiale. Oui. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer à mes yeux, c'est le fait, non pas d'une exploration vers de nouveaux mondes, mais au contraire, peut-être la fin de la colonisation terrestre. Je m'explique. Les principaux acteurs aujourd'hui privés du spatial, c'est Amazon et c'est SpaceX. Et ce qui est en train de se passer, SpaceX étant très associé à Microsoft, Amazon n'ayant pas besoin, mais étant très actif aussi dans l'exploration spatiale, c'est le lien entre le cloud et l'espace. C'est-à-dire, c'est le passage aux constellations satellitaires et la manière au fond, j'allais dire, de mettre en boîte, à certains égards, l'ensemble du dispositif. Et ça, il faut bien comprendre que ça implique évidemment une réflexion très, très urgente sur quel type de cloud, pour des acteurs qui ne sont ni américains ni chinois. Les Chinois sont moins avancés, d'une part, et d'autre part, ça pose la question aussi de conserver un accès autonome à l'espace. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur mais SpaceX, etc., fait ceci, fait cela à moindre coût, oubliant un peu les mécanismes de financement aussi dont SpaceX peut bénéficier, et qui peut conduire à dire au fond, bon, l'accès autonome à l'espace, ça devient quelque chose qui se démocratise. Ça va se démocratiser jusqu'au jour où, comme pour les masques, les tests ou les vaccins, on se rend compte qu'on a plus par soi-même la capacité d'aller en espace et de mettre ce qu'on veut en espace. Parce que dans l'espace qui est en train de se passer, c'est à la fois une arsenalisation, une guerre de l'espace qui est ouverte. Je rappelle dans le livre qu'en 2007, la Chine abat un de ses satellites, et donc elle montre qu'elle sait le faire. Lorsque l'Inde le fait récemment, le Premier ministre Modi va au journal télévisé pour indiquer que c'est un saut stratégique franchi par l'Inde. Et récemment, le président de la République a assisté au premier exercice spatial militaire, puisque, comme tu le sais probablement, l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace récemment.
Donc on est dans une forme d'arsenalisation et on est aussi dans une forme où une des problématiques très immédiates qui se posent, ce sont les déchets spatiaux. C'est-à-dire qu'on a des déchets qui saturent un certain nombre d'orbites et qui rendent au fond, qui vont rendre très complexe tout simplement le bon fonctionnement de certains systèmes satellitaires, a fortiori si on rajoute des constellations. Donc j'insiste vraiment sur cette dimension de politique spatiale, et c'est un sujet d'ailleurs sur lequel on conduit des travaux très, très régulièrement à l'IFRI. Michel, je vais peut-être me rapprocher de la conclusion. J'ai pas le. Dis-moi combien de temps. C'est bon, t'en prie. Ouais, je continue. Tu es libre de ton temps, mais vas-y, après on aura le temps des questions. Ce que je te propose peut-être, c'est de finir avec ce que j'ai essayé de faire en conclusion, qui est une réflexion sur les différents cycles que je vois et la manière dont la France et l'Europe se situent dans ces cycles. Alors, quand je regarde les choses en termes, et donc d'essayer de voir, si tu veux, la concordance entre le cycle national et le cycle plus global que l'on peut décrire. Quand je regarde le cycle stratégique dans lequel on est, à mon sens, on est dans le cycle stratégique ouvert par la guerre de Corée en 1950. Alors dire ça, c'est une manière en fait de décentrer les questions stratégiques vers l'Asie-Pacifique. Et c'est de rappeler que les États-Unis, avec MacArthur, ont envisagé d'utiliser l'arme nucléaire en 1950. Ce qui a conduit au fait que MacArthur a été écarté. Mais c'est évidemment quelque chose que les autorités chinoises n'ont absolument pas oublié. Et que, en fait, quand on parle des tensions avec la Corée du Nord, du soutien dont la Corée du Nord bénéficie de la part de la Chine, le système d'alliance américain avec le Japon, avec la Corée du Sud, on est dans ce cycle qui, du point de vue chinois, doit être refermé en 2049, date à laquelle la question de Taïwan doit être traitée du point de vue de la République populaire de Chine. Donc ça, c'est le gros sujet stratégique, ce qui, au fond, évidemment, modifie le centre de gravité stratégique et l'Europe n'étant plus, comme pendant la guerre froide, un des principaux centres. Alors, dans le cas français, dans quel cycle stratégique est-on ? Je crois que ça reste celui ouvert aussi par le nucléaire en 1962 et qui est à la base de notre système constitutionnel. Dans le livre, je rappelle quelque chose, un oubli qui me frappe beaucoup quand j'interagis avec des parlementaires, par exemple, c'est, je dirais, la matrice politico-militaire de la Ve République. Le fait que la Ve République est créée par le général de Gaulle, la concomitance entre l'élection au suffrage universel du président de la République 1962 et l'acquisition de l'arme nucléaire, et que tout ce dispositif, c'est quoi ? C'est de se doter des outils pour que juin 40 ne se reproduise jamais. C'est ça la Ve République. Bon. Ce qui évidemment est très, très oublié parce que voilà, tout ça nous semble très loin. Ça n'est pas en réalité. Et donc cette matrice politico-militaire, elle explique aussi la manière dont la crise sanitaire est gérée, c'est-à-dire qu'elle est gérée par les conseils de défense. Je n'ouvre pas le débat à ce stade, mais c'est une des conséquences de cette construction constitutionnelle. Donc ça, je pense que ça reste tout à fait décisif, que ça pose la question assez centrale pour notre organisation à la fois militaire et industrielle, de la place que l'on va allouer au nucléaire dans sa dimension militaire. Donc les choix qui sont faits sont de réouvrir, de poursuivre ce cycle, et tout le débat politique sur le nucléaire civil. Les deux étant en fait associés. La manière dont les choses se sont construites depuis 1945, même avant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est toute l'importance. Je rappelle que 75% de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Et que c'est pas le choix fait par l'Allemagne qui est sorti du nucléaire. Et donc ça pose une question tout à fait décisive, et je pense qu'on est dans ce cycle-là, auquel s'ajoute le cycle sur les interventions militaires occidentales. C'est-à-dire qu'on est très probablement, à mon sens, à la fin de ce cycle des interventions militaires occidentales.
Voilà, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie sur le tard. Et la question, c'est est-ce que ce cycle d'intervention annonce le cycle d'intervention d'autres? Et bon, pour la Russie, c'est très clair. C'était un cycle d'intervention qui avait été amorcé côté russe de manière antérieure. 79, l'Afghanistan, par exemple, ou on peut remonter à 68, la Tchécoslovaquie. Mais la question, c'est est-ce que la Chine va rentrer dans un cycle d'intervention militaire? Donc, ce sont des questions ouvertes, mais qui nous permettent peut-être de nous remettre dans des questions beaucoup plus larges que les questions qu'on se pose sur je sais pas, l'initiative européenne d'intervention ou sur la manière dont les Européens pourraient progresser en termes de défense commune. La question qui va se poser aux Européens et qui est déjà très visible avec l'administration Biden, dans la rivalité stratégique avec la Chine, un des atouts dont disposent les États-Unis, c'est précisément leur système d'alliance. Et on le voit bien, il y a une volonté, à mon avis, tout à fait explicite de leur part, d'essayer de faire pivoter le système otanien face à la menace chinoise. Et ça, c'est, à mon avis, la question à laquelle les Européens vont devoir répondre très, très rapidement. Donc ça, si tu veux, c'est pour le cycle stratégique. Deuxième cycle auquel je me suis intéressé en conclusion, c'est ce qu'on appelle le cycle politique. Alors, je le ferai commencer là de manière, alors, ce sont des choix d'historiens très arbitraires. C'est quand tu fais de la chronologie ou une périodisation en histoire, c'est tout à fait critiquable, mais c'est une manière d'organiser les choses. Je le fais commencer en 1989. Pourquoi? Parce que 1989, c'est évidemment la chute du mur de Berlin, mais on l'a oublié, précédé de la répression de Tiananmen. Et au fond, dans quel cycle politique est-on? Est-ce que c'est l'esprit de Pékin ou l'esprit de Berlin qui souffle aujourd'hui? Est-ce que c'est l'esprit de Pékin au sens d'un régime totalitaire pour certains, autoritaire pour d'autres, qui l'emporte avec l'efficacité qu'on lui prête et qui rencontre un écho dans un très grand nombre de pays dans le monde, c'est-à-dire que c'est une diplomatie qui rencontre des succès? Ou est-ce que c'est l'esprit de Berlin, le souffle de la démocratisation sur lequel, au fond, se sont construits les élargissements successifs et de l'Union européenne et de l'OTAN? Je pense que c'est une question qui n'est pas du tout évidente, c'est-à-dire qui nous renvoie à un questionnement sur tout régime politique, qu'est-ce qui relève de l'efficacité, qu'est-ce qui relève de la dignité. Mais l'esprit de Berlin aujourd'hui, au sens d'ouverture et de démocratisation, et aussi contesté de l'intérieur avec l'évolution de certains pays vers ce qu'on appelle les démocraties illibérales, hein, par exemple. Donc ça, par rapport à ce sujet-là, je pense que pour la France, il y a un problème très spécifique, c'est 2005. Moi, j'ai compris ça assez tôt grâce à tout le travail que je faisais en Russie. 2005, c'est le rejet du traité constitutionnel par les Pays-Bas et par la France. Et je me souviens à l'époque, bon, moi j'avais vu ça comme une sorte de comment dirais-je, d'épisode électoral. Et les Russes m'avaient dit, non mais là, en fait, pour nous, c'est la fin du projet européen. C'est-à-dire que c'est la traduction de la déconnexion entre les élites européennes et leur volonté de poursuivre ce projet et ce qu'attendent les populations. Et en fait, 15 ans plus tard, je pense que c'est une question effectivement qui reste ouverte. C'est-à-dire que cette déconnexion, la particularité, une des particularités, des singularités du président de la République, c'est d'avoir été élu dans les conditions que l'on sait, en faisant, je ne sais plus, 23% au premier tour, en ayant effectivement un discours très pro-européen. C'est bien une chose sur laquelle il est constant, c'est là-dessus, mais qu'à l'inverse, on a quand même une classe politique française qui est toujours très hésitante par rapport au projet européen. Ou du moins qui n'y voit pas forcément, ou qui n'y voit plus forcément l'alpha et l'oméga.
Et ça a donc aussi 2005-2006, pour mémoire, hein, c'est le moment où l'économie chinoise et l'économie française sont encore comparables en taille. Donc on voit aussi la rapidité des transformations à l'œuvre. Alors ensuite, le troisième cycle que je souligne, c'est le cycle, je dirais, économique, où là je serais tenté de le faire commencer en 1980. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une concomitance que j'explique dans le livre. Enfin, c'est plus qu'une concomitance, en fait, une dialectique entre la vague, on va dire, l'ultralibéralisme reagano-thatchérien et l'ouverture de la Chine. En fait, l'un ne peut pas se penser sans l'autre. Et ça pose un problème assez fondamental aujourd'hui. Je me souviens d'ailleurs de cours à HEC là-dessus, c'est qui va prendre le relais de la Chine ? Alors un coup on dit c'est l'Inde, ah ouais mais l'Inde c'est compliqué, un coup on dit ah bah c'est l'Afrique. Mais en réalité, c'est qu'on a eu un développement qui a été rendu possible par l'ouverture, une croissance qui a été ce qu'elle a été au cours des 40 dernières années, par l'ouverture d'un marché et de capacité de production à très bas prix, en fait. Et quel acteur est susceptible d'apporter le même relais de croissance dans les années à venir. Alors pour la France, à mon avis, et sans esprit de polémique, le cycle économique dans lequel on est, en fait, sont les 35 heures. C'est-à-dire que c'est là que se met en place le décrochage franco-allemand. Que depuis 20 ans, il n'y a pas une année où la croissance française est supérieure à la croissance allemande. Et donc on a un différentiel qui fait que, bah oui, l'Allemagne est devenue la première puissance européenne, qu'elle est rentrée dans la crise sanitaire avec un niveau de dette publique de 60% de son PIB quand on était à 100%, et qu'on va sortir de cette crise, je ne sais pas quand, mais évidemment avec un écart qui se sera accentué entre la France et l'Allemagne. Quatrième cycle, pour essayer là aussi d'ouvrir des perspectives, c'est, je dirais, le cycle sociétal ou / religieux. Il y a aussi un retour des questions religieuses. Alors tu as mentionné, dans les critiques qui m'ont été faites sur le livre, et que je trouve très juste, j'en ai une qui me vient de François Heuvet, qui est le rédacteur en chef de la revue Études des Jésuites, qui m'a écrit une très belle lettre en la finissant en disant « Thomas, je vous trouve un peu court sur les questions religieuses dans votre livre ». Et il a entièrement raison, parce que c'est un sujet en soi que je survole. Mais pourquoi je le mentionne dans les cycles, c'est que je pense qu'il y a quelque chose que je fais commencer en 79. Pourquoi ? Parce que 79, c'est évidemment à la fois la prise d'otage de la Mecque et la révolution en Iran. Et donc c'est l'antagonisme chiisme, sunnisme qui reste structurant, l'antagonisme entre l'Arabie saoudite et l'Iran, les formes d'islam politique qui se développent et qui nous renvoient, nous Européens, à une date antérieure qui est 1965, c'est-à-dire c'est la date qui est choisie par Guillaume Cuchet dans son livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », c'est-à-dire en fait en tendance une déchristianisation accélérée des pays européens et en particulier de la France, et avec un effet qui n'est pas un effet de trompe-l'œil mais qui explique beaucoup des difficultés qu'on peut rencontrer, l'impression d'une courbe de ferveur qui aujourd'hui est chez les jeunes musulmans et plus du tout chez les jeunes chrétiens, pour faire simple. Ce qui est une manière aussi de dire que le groupe majoritaire, ce sont ceux qui ne croient en rien. Mais cet aspect, à mon avis, religieux est extrêmement important à garder à l'esprit parce qu'il y a une forme de sécularisation accélérée des sociétés européennes alors qu'on a un regain de ferveur religieuse dans d'autres parties du monde et avec des effets d'importation dans ces sociétés européennes. Et puis pour finir, le cinquième cycle, voilà, merci. C'est, je dirais, technologie environnement, ce qui me permet de reboucler avec le début sur la convergence entre la dégradation environnementale et la propagation technologique. Je suis très frappé par toute cette littérature sur la collapsologie, sur l'effondrement. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a un lien et un paradoxe. Le lien, c'est celui qu'on peut faire pendant la guerre froide, la crainte de l'hiver nucléaire, dont
Rowley, voilà, qui était omniprésente, et la crainte de l'effondrement dans lequel nous sommes. Il y a cette idée qu'au fond, on a des systèmes qui vont tomber sur eux-mêmes, etc. Et donc tout ce courant de la collapsologie. Et alors pourquoi il y a un paradoxe? C'est qu'en fait, et pour moi, c'est une réflexion sur l'Anthropocène, sur en fait quand est-ce qu'on fait démarrer l'Anthropocène. Donc la plupart du temps on dit c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle. Puis il y a d'autres auteurs, je suis plutôt proche de cette deuxième lecture. Et là en fait non, c'est 1945 et ça renvoie à l'usage du nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est très paradoxal, on a pris conscience de la dégradation environnementale grâce à l'arme nucléaire. À partir du moment où on s'est doté d'armes nucléaires, on s'est doté de multiples capteurs sous-marins, aériens, dans l'espace exo-atmosphérique pour suivre les essais nucléaires faits par l'autre. Et il y a eu plus de 2000 essais nucléaires faits par l'autre, qui d'ailleurs ont eu des incidences écologiques évidentes, mais qui ont aussi permis de prendre conscience de la dégradation environnementale indépendamment des effets des tests nucléaires. Et ce paradoxe-là me semble effectivement relever du contraste que j'indiquais initialement, enfin de la dialectique que j'indiquais initialement entre ce décalage entre nos capacités de transformation du réel et nos capacités d'anticipation de ces transformations. D'accord. Très bien, merci Thomas, c'était tout à fait passionnant. Tu vois, peut-être un peu plus que ce qu'on avait prévu, donc on va peut-être passer directement aux questions. Mais je te remercie vraiment parce que tu as brossé un tableau très complet de ce livre qui est tellement riche et finalement, en une cinquantaine de minutes, tu nous as fait un tableau absolument remarquable. Alors, j'avais une première question qui vient d'ailleurs de tes camarades de promotion. Ah. Tu connais Georges Oui, que je salue évidemment. Voilà. Alors, je lis la question. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il s'agit d'un objectif stratégique de sécurité nationale pour l'Ukraine. L'adhésion à l'OTAN pourrait-elle accélérer la restauration de sa souveraineté territoriale? C'est une très bonne question. D'ailleurs, je me souviens une des discussions avec Georges à l'époque de l'IMBA. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait l'IMBA entre 2008 et 2010. Donc, c'était pendant la guerre de Géorgie. Cette guerre de Géorgie est intervenue après ce qu'on appelait le sommet de... c'est Bucarest, 2008. Et au fond, à l'époque, il y avait cette idée très poussée par des think tanks américains de la fameuse do it stratégie, c'est-à-dire il faut profiter du momentum de l'élargissement de 2004 pour élargir l'OTAN au-delà et notamment d'aller sur la mer Noire, tout ça s'inscrivant dans ce qu'on appelait le Black Sea Area et la stratégie d'accès depuis la mer Noire jusqu'au Great Middle East. Et donc il faut d'une certaine manière prendre de vitesse la Russie qui n'a cessé de dire depuis au fond la chute de l'URSS que la ligne rouge c'était précisément l'adhésion de l'Ukraine et aussi de la Géorgie ou des pays du Caucase à l'OTAN. Alors, la position russe était connue et en même temps la position russe était en contradiction avec le fait que l'Ukraine peut tout à fait choisir de son système d'alliance. Et que d'ailleurs, de mémoire, je crois que ce n'est pas le cas de l'OTAN, mais l'entrée dans l'Union européenne reste un principe constitutionnel de l'Ukraine. Bon. J'ai envie de répondre à Georges, ça c'était en 2008 et en 2008 Paris faisait partie des pays avec Berlin ayant appelé à une sorte de prudence sur ces questions-là et notamment ayant aussi participé directement à la résolution de la crise en Géorgie tout en indiquant que l'OTAN n'avait pas vocation à s'étendre alors que des pays comme la Pologne, comme était évidemment très, très, très favorable à cela. Bon. 12 ans plus tard, il y a eu l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, une escalade qui a été quand même très forte et qui a été, à mon avis, arrêtée par les accords de Minsk, qui ont sans doute bien des défauts, mais enfin qui ont permis d'éviter une escalade.
Je vois le sujet revenir avec l'administration Biden. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a été assez peu traité sous l'administration Trump. Je ne suis pas du tout, au risque de décevoir peut-être Georges, je ne suis pas du tout certain que ce soit dans l'air du temps, pour dire les choses. C'est-à-dire que je vois très difficilement aujourd'hui, compte tenu des tensions qui existent avec la Russie, le fait de réactiver un processus qui aboutirait à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à court terme me semble très improbable. Très bien. Alors une autre question, anonyme cette fois. Alors tu parles à la fin de ton livre d'une France qui doit se mettre en quête d'une grande stratégie. Au-delà du nucléaire dont tu as rappelé l'importance, peux-tu nous décrire les grandes lignes de cette stratégie que tu préconises, notamment sa place en Europe? Alors, je vais te laisser répondre, juste je voulais te citer à ce propos. J'ai écouté justement pas plus tard qu'hier, et j'ai lu dans les Échos aussi, une interview de Patrice Kane, le patron de Thales. C'était un peu dans le sujet de sa question. Il est d'un optimisme revigorant sur la France et il est en plein dans toutes les questions. Quand j'ai lu à peu près tous les thèmes sur lesquels Thales est performant, j'avais l'impression de dire ta table des matières pratiquement. Donc voilà, donc je pense que tu vas pouvoir répondre. Je pense que l'optimisme de Patrice Kane, il s'explique par, c'est ce que je te disais aussi sur les atouts très sérieux qu'on a, c'est-à-dire qu'on a en Europe des capacités technologiques remarquables. Sauf qu'il faut arriver à traduire cette innovation en réussite industrielle. Et je pense aussi qu'il y a une question sur la sociologie de nos élites scientifiques. Et il y a aussi une question sur technologie et alliance militaire. Et de ce point de vue-là, le positionnement de Thales dans sa relation avec... c'est à la fois c'est une entreprise aussi très britannique, c'est une entreprise qui est présente sur le marché américain. Enfin, c'est une entreprise qui se développe dans un cadre, on va dire, transatlantique sur le plan technologique et qui en même temps est capable d'exporter partout à travers le monde. Alors le terme grande stratégie, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, pour moi, je l'utilise parce que cette notion est une manière pour moi d'essayer d'encourager dans le débat public et en particulier dans la perspective présidentielle de dire, quel que soit, j'ai pas d'affiliation politique, et de dire il y a des sujets qui doivent dépasser les calendriers électoraux. Il faut être capable de penser à une ou deux générations. Et ce qui est évidemment pas dans l'air du temps, puisqu'on a versé dans une forme d'instantanéité et dans une très grande difficulté tout simplement à distinguer ce qui relève du court, du moyen et du long terme. J'avais fait cet exercice dans La Folle Monde du Monde, chaque chapitre se finissant par une réflexion à court terme, c'est-à-dire à 6 mois, à moyen terme, à 2-3 ans, et puis ensuite à long terme, au-delà de 5 ans. Bon. Je pense qu'il faut reprendre ces habitudes-là, qu'ensuite j'observe que cette notion de grande stratégie connaît un regain d'intérêt évidemment en Chine, aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, qui vient de sortir d'une certaine manière sa grande stratégie. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux d'ailleurs dans la facture. Parenthèse, je le dis très amicalement, parce qu'on a eu un débat avec des collègues britanniques là-dessus. Je pense que collectivement, on a tout à fait la capacité en France de faire un travail de cette nature. En fait, la grande stratégie, c'est d'avoir un imaginaire illimité sur sa place dans le monde en ayant conscience des moyens limités dont on dispose. C'est comme ça que je définirais les choses. Et c'est de se préparer à maintenir la paix, mais de se préparer à ce que la guerre advienne et à pouvoir l'emporter si elle advient. Et donc, c'est une réflexion qui doit combiner des éléments stratégiques, des éléments économiques, des éléments politiques, des éléments culturels, des éléments technologiques. Il y a des petits pays par la taille ou par le potentiel qui ont une grande stratégie. Je pense qu'Israël a une grande stratégie. Les Émirats ont une forme de grande stratégie. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé aux super grands. C'est un outil qui doit nous permettre de dépasser l'horizon 2027-2032, mais de se placer tout de suite à 2050. Voilà ce qu'est une grande stratégie, ou ce que devrait être une grande stratégie. Comme la Chine en 2049. Voilà, par exemple. Okay. Une nouvelle question de Sébastien Schweitzer. Quels sont les rapports entre la Chine et l'Inde? L'Inde ne représente-t-elle pas un potentiel danger?
Alors, c'est Et il y a peut-être une autre question qui est en même temps. Que penser de l'initiative conjointe Rutte-Sanchez sur l'autonomie stratégique européenne? Est-ce anecdotique ou un vrai tournant? Je ne sais pas si les deux questions. Je pensais que les deux questions étaient. Ben, je vais commencer Oui, par celle de vas-y. Sébastien. Bon, ça, c'est effectivement un sujet sur lequel, là aussi, j'essaie d'encourager des travaux à l'IFRI. Juste pour mémoire, je ne sais pas le mois précis, mais j'ai vraiment l'habitude de dire que c'est en 2024 que la population indienne deviendra plus importante que la population chinoise. Et donc, il y a un dynamisme démographique en Inde supérieur à celui, enfin, on a un vieillissement en fait en Chine. On parle beaucoup d'Indo-Pacifique, de stratégie Indo-Pacifique. Précisément parce que cette stratégie Indo-Pacifique concerne la maîtrise des flux maritimes et les équilibres navals. On s'intéresse à mon sens beaucoup moins à ce qui se passe dans l'Himalaya, alors qu'on a des accrochages donc en haute altitude, des accrochages très réguliers entre Indiens et Chinois. Bon. Ça veut dire aussi qu'il y a un effet dont je parle dans le livre écosystémique, c'est que le réchauffement climatique va accélérer la fonte des glaces dans l'Himalaya et provoquer avoir un certain nombre de conséquences hydrauliques dont on mesure très mal les effets aujourd'hui, mais dont il faut avoir conscience parce que ça va être évidemment une des évolutions de fond de la relation entre l'Inde et la Chine. L'Inde est dans un positionnement qui est de refus d'alliance. La politique indienne, c'est une politique issue au fond de Bandung, d'une certaine manière, c'est-à-dire de non-alignement. Mais c'est un non-alignement qui a quand même évolué depuis 20 ans, avec notamment un accord nucléaire avec les États-Unis en 2006, et surtout la volonté des États-Unis de mettre en œuvre, c'est une initiative japonaise, mais soutenue par les États-Unis, ce qu'ils appellent le Quad, c'est-à-dire une relation très étroite en termes de sécurité entre le Japon, qui réarme, même s'il n'utilise pas ce terme-là pour des raisons historiques, l'Australie, qui réarme, les États-Unis et l'Inde. Bon. Et évidemment, ce Quad a pour objectif d'essayer d'encadrer la montée en puissance de la Chine. Ensuite, sur l'aspect proprement bilatéral, on a aussi une relation très complexe entre l'Inde et la Chine parce que la Chine est le principal soutien du principal rival stratégique immédiat de l'Inde, qui est le Pakistan. Et que, par ailleurs, l'Inde cherche à avoir, indépendamment du Quad, des relations stratégiques nourries avec des pays comme la Russie, fournisseur traditionnel de ces systèmes d'armes, et aussi des pays européens comme la France. Très bien. Juste un mot sur l'Inde, c'est évidemment c'est aussi, il y a tout un débat sur la reconfiguration des membres permanents du Conseil de sécurité. Je rappelle que la France soutient la candidature de l'Inde. De l'Inde, c'est ça. Donc je relis la question de Jean-François Bacos. Oui. Que penser de l'initiative conjointe Rutte-Sanchez sur l'autonomie stratégique européenne? Est-ce anecdotique ou un vrai tournant? Alors, pour être tout à fait honnête avec Jean-François, je n'en connais pas les détails. Oui. En revanche, pour être tout à fait honnête, moi non plus. On est deux alors. J'ai pas bien préparé la conférence. Non, sur l'autonomie stratégique européenne, deux commentaires. Le premier, c'est que c'est un terme qui devient de plus en plus difficile à utiliser dans les échanges transatlantiques que l'on a, et qui a plus de succès à Paris qu'à Berlin. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas une notion française, c'est une notion qui est sortie du document Mogherini 2016, donc, qui est un document qui était la Global Strategy de l'Union européenne de 2016, et que l'Allemagne est plus à l'aise avec la notion de souveraineté technologique, par exemple, qu'avec l'autonomie stratégique européenne. Bon. Cela étant, il y a 3 niveaux pour l'apprécier. Il y a l'autonomie en matière de décision.
Et ça passe par des capacités d'appréciation de situations stratégiques ou de théâtre en propre. Et donc ça veut dire quoi? C'est le spatial, et ça renvoie à ce que je te disais sur l'accès autonome à l'espace. C'est-à-dire d'avoir de l'information stratégique permettant de décider par soi-même et de ne pas être tributaire uniquement de l'intelligence dans le cadre d'alliances, en particulier d'intelligence des États-Unis. Et ensuite, l'autonomie en termes d'opération, où là, il y a quand même, à mon sens, une difficulté française pour expliquer l'importance que nous accordons à notre engagement dans la bande sahélo-saharienne, et en cherchant à y attirer d'autres Européens, leur disant en fait ce qui se passe là, c'est votre environnement, c'est votre voisinage. C'est-à-dire que si les choses se dégradaient sur le plan sécuritaire, ça aurait fatalement des conséquences pour les pays européens en termes migratoires, en termes de sécurité plus directe, etc. Mais l'appétence des pays européens, ou tout simplement la capacité des pays européens à faire des opérations est quand même très limitée. C'est-à-dire que c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un phénomène d'usure de nos outils militaires, et surtout d'outils militaires qui aujourd'hui, en restant complets, ont des capacités de projection limitées. Bon. Et puis le troisième niveau sur l'autonomie stratégique européenne, c'est le niveau industriel, où là, il y a eu donc, comment dirais-je, détermination politique affichée au plus haut niveau par le président de la République, par la chancelière, pour un certain nombre de programmes lancés en 2017 avec des choses très ambitieuses. On pense notamment au SCAF, on pense aux chars de combat, on pense aux drones, et que, eh bien, on se heurte à la limite moins aujourd'hui aux questions budgétaires qu'aux questions d'équilibre, en particulier sur qui a la propriété intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire en termes ensuite de capacité d'exportation. Donc il y a un certain nombre de progrès, mais c'est toujours, on arrive très vite sur le fait que la BITD, c'est-à-dire la base industrielle, technologique et de défense, c'est aussi ce qu'il y a de plus souverain. Ce sont des emplois souverains, et puis c'est ce qui tire vers le haut un effort technologique. Et que nous avons, à mon sens, ça reste un des atouts principaux aujourd'hui de la France. Tu mentionnais Thales, qui fait partie de cette BITD, on pourrait citer les autres. Et ça a un rôle, à mon avis, tout à fait décisif. Et l'avenir de cette BITD, elle passe à la fois, effectivement, par ces programmes européens, et elle passe surtout par sa capacité d'exportation pour rester dans la course technologique. Bien sûr. Alors, Henri, anonyme. Bon, pardon. C'est celui-là, on est passé. La Chine, alors, Béatrice Dardinier pose une question. Selon vous, comment peut évoluer la situation avec Taïwan? En effet, c'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, pour répondre à Béatrice, d'abord, bon, la formule consacrée, c'est un pays, deux systèmes. Je rappelle juste, tout le monde le sait, que jusqu'en 72, je crois, c'est Taïwan qui représentait la Chine au Conseil de sécurité. Bon. Ce qui s'est passé pour Taïwan, c'est que la République populaire de Chine a très méthodiquement réduit les soutiens diplomatiques dont bénéficie Taïwan, mais qu'en même temps, il faut bien comprendre l'importance. Il y a eu une très bonne étude de la fabrique de l'industrie là-dessus, l'importance de Taïwan dans le dispositif chinois. C'est-à-dire que il y avait eu un travail en fait pour montrer quels étaient les pays, les économies les plus ouvertes au monde. Je n'ai plus en tête les critères utilisés, mais je me souviens que c'était des pays comme l'Allemagne, comme la France, et surtout comme Taïwan, beaucoup plus ouverts que la Chine. C'est-à-dire qu'on a une bonne part au fond des flux économiques et commerciaux vers la Chine qui transitent par Taïwan. Pays, je ne sais plus, de 23 millions d'habitants, peut-être 30 millions, je sais plus, 23 ou 30 millions d'habitants, j'ai un doute là, mais surtout qui est une des principales économies mondiales. Et qui est aussi une puissance technologique en tant que telle. Donc la réponse, c'est très clairement là-dessus que sera testée la volonté, à mon sens, américaine
de rester une puissance asiatique, ce qu'elle est depuis 1945, ce que sont les États-Unis depuis 1945, que par ailleurs, ce qui se passe à Hong Kong montre que voilà, la détermination chinoise, et que en même temps, je pense qu'il ne faut pas du tout négliger la détermination de Taïwan, qui est un système qui s'est démocratisé, qui a montré sa capacité à l'alternance, qui dispose de moyens d'assurer sa défense. Et donc, je ne sais pas répondre sur... c'est évidemment, il y a des tas de travaux de think tank sur les différents cas de figure, en particulier aux États-Unis, notamment sur ce que pourraient être des opérations militaires concernant Taïwan. J'observe quand même une rhétorique qui s'alourdit du côté de Pékin concernant Taïwan depuis plusieurs mois. C'est évident. Une question de Jean-Luc Margot-Duclos, que je salue, c'est un de mes amis, alors je le salue en passant. Est-ce que Biden serait capable de stopper les tentatives de Poutine de découpler l'Europe des USA en matière de défense? Une bonne question là aussi. Je vais répondre de la manière suivante. C'est que ce qui est très clair avec Biden vis-à-vis de la Russie, c'est qu'il n'y aura pas de reset comme avec Obama. Non seulement il n'y en aura pas, mais il y a cette idée très forte dans l'équipe de Biden que la Russie a joué un rôle en 2016 dans l'élection de Trump. Et que donc il y a eu ingérence. Et ça, moi je suis très frappé par ça parce que on passait beaucoup de temps à travailler sur la Russie, et donc les premiers échanges que j'ai eus avec les think tanks américains sous Biden ou avec des membres de l'administration Biden, c'est que vis-à-vis de la Russie, il me faut un peu penser aux émigrés de 1815, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien pardonné, rien oublié. Et ça se traduit effectivement par les déclarations de Biden, les mots utilisés pour qualifier le président Poutine, le soutien apporté à Alexei Navalny, et aussi la priorité qu'il donne au dossier du Nord Stream, c'est-à-dire à ce gazoduc qui doit apporter du gaz russe directement en Allemagne et qui suscite une opposition très forte de pays comme la Pologne, et qui renvoie en fait à une vieille histoire qui est celle de l'hostilité, là aussi au début des années 80, américaine pour tout accord structurant en matière énergétique entre l'URSS d'hier et les pays européens. Donc au début des années 80, quand les gazoducs ont été créés, ces gazoducs ont été financés par Rome, Bonn, Paris et Londres d'ailleurs aussi à l'époque, contre l'avis américain. Et aujourd'hui, on est dans une situation où un des enjeux, c'est qui va alimenter en gaz le marché européen, qui va avoir besoin de gaz dans la phase de transition énergétique qui est la sienne, entre un marché qui est captif, même s'il ne faut pas du tout avoir l'image d'une dépendance de l'Union européenne au gaz russe, parce que c'est une partie tout à fait raisonnable du mix énergétique, et que par ailleurs, depuis les crises ukrainiennes, les Européens ont mis en place des dispositifs qu'on appelle de reverse flow, qui permettent aussi d'alimenter des pays qui pourraient subir des ruptures d'approvisionnement à partir de ruptures d'approvisionnement en Ukraine. Les États-Unis veulent exporter leur GNL sur le marché européen. Voilà. Et que donc il y a dans l'attitude aussi de l'administration Biden, Anthony Blinken, par exemple, a écrit un livre là, qui, je crois, est maintenant hors de prix sur Amazon lorsqu'il était jeune chercheur, je ne sais plus où, qui était précisément sur cette question gazière. Donc là où je rejoindrai la question, c'est que l'objectif de Moscou pendant la guerre froide, après la guerre froide, c'est effectivement le découplage entre les États-Unis et l'Europe. Mais je serais tenté de dire que ce découplage, de mon point de vue, est moins provoqué par la Russie que par l'attitude de la Chine, et surtout par l'évolution du couple transatlantique pendant l'administration Trump.
Donc là, on est dans une phase où l'administration Biden se montre beaucoup plus courtoise, il y a un certain nombre de signaux à envoyer, mais l'objectif, à mon avis, ne varie pas entre l'administration Trump et l'administration Biden sur un point, comme je le disais, c'est la volonté de faire pivoter le système d'alliance américain dans le cadre de la rivalité avec la Chine. C'est ça. Il reste encore 5 minutes, on aura peut-être encore une ou deux questions, peut-être avec des réponses rapides. François Cotel, quelle perspective envisagez-vous pour une sortie de crise en Ukraine? La Crimée peut-elle revenir à l'Ukraine? Ça, c'est aussi une bonne question. Il y en a une autre sur la Russie. Oui. Alors, sur la Russie également, oui, c'est vrai. Nicolas Pinton, pensez-vous que la Russie va poursuivre son redressement après l'expérience communiste? Ouais. Alors, sur l'annexion de la Crimée, il y a un retour dans l'Ukraine, un retour dans le giron de l'Ukraine, ouais. Pardon. Là aussi, ça me semble assez improbable, parce que je pense qu'on est dans une sorte de situation qui va être un irritant pour plusieurs décennies. Au fond, c'est un nouveau conflit gelé. Comme ceux qui ont découlé de la chute de l'URSS. Bon. La grande difficulté, c'est aussi la capacité de l'Ukraine à avoir un projet et les moyens dont elle dispose pour le conduire. Je ne suis pas très optimiste sur une sortie, en fait. Je vois plutôt ça comme quelque chose d'enlisé, de durablement enlisé. Sur l'aspect, le redressement de la Russie, je pense que l'expérience communiste, elle commence à dater. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une très grande différence entre la Russie et la Chine. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose que les autorités chinoises ont étudiée, mais vraiment de manière extrêmement minutieuse, ce sont les conditions de la chute de l'URSS et du Parti communiste de l'Union soviétique. Au fond, ce qu'ils reprochent aux Russes, c'est d'avoir un système qui s'est écroulé, oui, et d'avoir un Parti communiste qui s'est écroulé. Ce qui est évidemment ce contre quoi le Parti communiste chinois entend se prémunir. Sur la Russie, de manière trop rapide, mais ce qui est très intéressant avec Poutine, je rappelle qu'il arrive au pouvoir, il y a une sorte de... C'est un météorite en termes politiques, puisqu'il est complètement inconnu en 1996, il sort du néant en 1999, il devient président en 2000, donc ça fait une génération qu'il est au pouvoir. Pour simplifier, on a les années 2000, où il y a une croissance extrêmement remarquable de la Russie qui s'explique en partie par la croissance les prix de l'énergie, et au fond avec un triangle qui est renationalisation du secteur de l'énergie, tout à fait assumé, reconstruction de l'outil militaire dans une quête de prestige international. Voilà. Ça, je dirais, c'est la période 2008-2010. Bon. Ensuite, il y a le choc de la crise de 2008. Et puis, depuis 2011, on va dire, et puis la contestation de 2012, Bolotnaya, etc., c'est une Russie qui, au fond, conteste ouvertement le système international. C'est une Russie qui, dans la décennie précédente, avait montré aussi ses capacités à produire un contre-discours idéologique par rapport à celui de l'Occident. Et donc une Russie qui va se placer d'une certaine manière à l'avant-garde d'une forme de conservatisme, ou de contestation de l'ordre international né de 1945. Maintenant, où est-ce que ça conduit la Russie? Là aussi, il y a eu un changement constitutionnel à la faveur de la crise sanitaire qui permet à Vladimir Poutine de rester en place jusqu'en 2036. Et le fait que Alexei Navalny, en revenant de lui-même en Russie, est devenu le principal opposant, et que la perspective qu'il puisse se présenter en 2024 semble assombrie. Bien sûr. Je crois qu'on va rester là, il est 20h quasiment. Il me reste, Thomas, à te remercier vraiment vivement pour cette heure et demie que tu as passée avec nous, avec
avec beaucoup d'engagement et j'espère que ça a donné envie à tous nos auditeurs, que je remercie aussi de leurs questions, de leur intérêt. Je pense qu'on n'était pas loin de 200, ça devait être donc c'est une nouvelle formule que tu as inaugurée par rapport à ces nombreux RH qu'on a partagés avec tous les camarades en présentiel. Il reste évidemment à espérer d'autres moments plus conviviaux, mais ça l'est finalement d'une autre façon et j'ai apprécié beaucoup cet échange. Le livre contient tellement d'autres choses. Tu parlais tout à l'heure de la Chine et de leur déception de voir la Russie avoir chuté, l'URSS avoir chuté. Au fond, si j'ai bien compris dans ton livre, ce que la Chine voudrait faire, non seulement c'est évidemment cette expansion et d'être en tête de tous les pays en 49, mais c'est aussi de montrer que leur modèle est le meilleur et de nous faire adopter leur modèle. Alors, on en est loin, je l'espère en tout cas, mais c'est un peu ça l'esprit que tu... Et tu as raison, les guerres invisibles, c'est aussi une guerre de modèle. Une guerre de modèle, c'est ça. Voilà, le titre du prochain. Le titre du prochain, très bien. Bon courage pour l'écrire et on sera heureux d'en reparler dès que tu l'auras sorti. Merci encore à tous et j'espère que vous aurez l'occasion d'en savoir plus en lisant les 2 livres de Thomas et notamment ce dernier sur les guerres invisibles. À bientôt. Merci Michel.